Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre deuxième épisode de Macroscope, notre podcast dédié à l'actualité géopolitique du monde du ballon rond. Nous sommes très contents de relancer ce format parce qu'on l'avait un petit peu mis en stand-by ces derniers temps. Et on l'avait mis en stand-by, vous savez, parce que c'est un format sur lequel on a pour habitude d'inviter Jean-Baptiste Guégan. Il s'est avéré que Jean-Baptiste avait décidé de prendre 4 mois de vacances et d'aller se pavaner un peu sur les plages au soleil d'Ibiza avec Jean-Michel Blanquer. Comment c'était ces petites vacances, JB ? Bah écoute, j'ai réussi à empêcher Jean-Michel de prendre des coups de soleil sur la plage, mais je l'ai pas empêché de faire des tweets. Et là, il en a fait encore un très beau magnifique. ce matin. Ouais. C'était grandiose. Il a annoncé la bienvenue à la finale de la Ligue des Champions, puis s'est rendu compte après un shitstorm qu'il fallait mieux l'enlever. Voilà, Jean-Michel quoi. Ouais. Bon, c'est bien. Bon, t'as pas pu éviter l'insolation, visiblement. Je crois qu'il a le cerveau qui chauffe un peu. Non, plus sérieusement, bon, tu sais quoi, on va le faire maintenant, ce petit coup de promo, parce que du coup, on a un peu mis en stand-by parce que t'avais pas mal de boulot, parce que un nouveau bouquin qui arrive, c'est ça ? Exactement, avec Clément Pernia, on sort le 31 mars, La République du foot, où on revient sur l'usage que les politiques français font du football. On revient aussi sur le fait que le football est politique, et puis on aura l'occasion d'en parler. Ah bon, le football est politique ? Ouais, alors il paraît qu'il n'y a pas de neutralité dans le sport, et encore moins dans le foot, et que quand le ballon rond roule sur la pelouse, a priori, il y a d'autres enjeux derrière. Donc on revient là-dessus, et on essaie de rendre ça sympa. On a 300 pages, c'est assez cool. L'éditeur est très content, nous aussi. Ça nous a demandé un peu de taf quand même. C'est 6 mois de boulot, plus d'une quarantaine de personnes interviewées. On a vu tous les entourages des candidats à la présidentielle et on a été assez navrés par le niveau général. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut dire que le foot est politique et que les politiques sont navrants en matière de football. Voilà. Bon, de manière, a priori, on fera probablement une émission dédiée, si tu viendras nous raconter un petit peu les coulisses. Avec plaisir. De la création du bouquin, et évidemment on essaiera de le faire gagner sur les réseaux sociaux pour que tu deviennes méga populaire et surtout très très riche, puisque on sait que c'est vraiment ton seul but dans la vie. C'est ça. Évidemment je suis pas tout seul, voilà, vous venez l'entendre de parler, je suis pas tout seul pour ce podcast, je suis accompagné du duc de Bourgogne, l'homme qui check les vigiles à l'entrée de la boutique officielle de l'abbé Deschamps, et qui est Florent Lisca. Comment ça va, Flo ? Duc de Bourgogne, un des plus beaux sponsors maillots de l'histoire de la Ligue 1 d'ailleurs, sur le maillot de la JOCR. Ça va très bien, merci. Bon, alors comme je le disais, on est très heureux de relancer ce format qui nous tient particulièrement à cœur, mais on aurait aimé aussi ne jamais faire cette émission parce que vous le savez, comme le disait notre très cher président, nous sommes en guerre. Alors en tant que Français, c'est peut-être plus une guerre politique pour l'instant qu'un véritable conflit armé, mais bon, on ne sait pas trop où ça va. Bref, l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, c'est notre sujet du jour. Alors l'idée de ce format, c'est évidemment pas de revenir sur le pourquoi du comment de cette guerre ou les raisons de Poutine d'envahir l'Ukraine, mais plus de voir comment le sport et le football, en premier lieu, vont jouer un rôle assez déterminant, un rôle politique dans les jours à venir, que ce soit au niveau des instances, des fédérations, des clubs, etc. Il y en a quand même peut-être certains d'entre vous qui n'ont rien suivi à cette actualité, donc avant de rentrer dans les détails, d'un point de vue sportif, est-ce que Flo, tu pourrais nous résumer en quelques mots très rapidement les raisons de ce conflit ? Absolument difficile en une minute de résumer le conflit, mais en gros, après des années de tensions et d'affrontements en Ukraine marquées par l'annexion de la Crimée notamment en 2014 et une guerre depuis figée dans certaines régions séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien, la Russie vient finalement d'entrer en guerre contre son voisin. Ancienne république socialiste soviétique du RSS, l'Ukraine devenue indépendante en 1991 à la choc du bloc de l'Est, a toujours été considérée par son grand voisin russe comme un berceau de sa civilisation et sa zone d'influence majeure. La volonté de rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN, dont elle ne faisait pas partie et dont elle ne fait toujours pas partie, vue d'un très mauvais œil par Vladimir Poutine, a conduit ce dernier à déclencher un conflit sans précédent en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Depuis plusieurs mois déjà, des dizaines de milliers de troupes russes s'exerçaient à la frontière ukrainienne ainsi qu'au Bélarus, fidèle allié du Kremlin au nord de l'Ukraine. Et ce jeudi 24 février à l'aube, après avoir reconnu les républiques de Donetsk et de Lugansk quelques jours plus tôt, la Russie a finalement lancé le début de son opération militaire et de l'invasion du territoire ukrainien. Une entrée en guerre vivement condamnée par les membres de l'OTAN et l'Union européenne, qui ont pris dans la foulée nombre de sanctions diplomatiques et économiques, tout en écartant un engagement militaire direct. Bon, c'était bien, 1 minute quasiment, c'est parfait. Merci Flo. Je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec toi, JB. Première question qui est posée de manière volontairement naïve. Est-ce que le football et le sport, de manière générale, vont jouer un rôle politique dans cette guerre ? Le rôle du sport et finalement du football apparaissent paradoxalement.
même si ça semble futile parce qu'on parle de jeux et de sport, apparaissent primordiaux. Le premier secteur d'activité qui est véritablement agi, décidé de sanctions et communiqué explicitement, c'est le secteur du sport. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, le sport se retrouve à l'avant-garde et aux avant-postes des relations internationales, soit parce qu'il révèle les tensions, soit parce qu'il préfigure ce qui va se produire. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, il n'y a toujours pas de sanctions européennes qui ont été mises en application. Pareil pour les sanctions américaines. Les seules sanctions qui existent aujourd'hui, elles sont sportives. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir enlevé la finale de la Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg pour la relocaliser à Paris. C'est Gazprom qui a disparu du maillot de Schalke 04, le club allemand. C'est les skieurs ce matin qui ont refusé de participer à l'épreuve de qualification sur Sunny Valley. C'est toutes les prises de position de Valéry Klitschko, l'ex-maire de Kiev, à Andrei Shevchenko, qui appellent à la paix et qui appellent à défendre leur pays et qui vont, pour certains, prendre les armes si c'est pas déjà le cas. Donc oui, le sport est aux avant-postes et on aurait aimé clairement, et j'insiste là-dessus, hein, tu avais raison Val de le dire, on aurait vraiment aimé que ce podcast n'existe jamais. Ouais. Petite rectification, je ne sais pas si tu as vu, mais l'Union européenne a quand même décidé de geler les avoirs de Poutine et son ministre des Affaires étrangères. Donc voilà, peut-être les premières sanctions. Ouais, c'est les toutes premières sanctions qui sont tombées, mais elles sont tombées après les sanctions sportives. Et je pense que c'est important de le dire. On a toujours tendance à penser que le sport est apolitique et que il n'a pas d'importance. Symboliquement, c'est quand même la chose la plus suivie. Un exemple, hein, si vous regardez les trend topics de Twitter aujourd'hui, c'est pas l'Ukraine, hein, c'est le Stade de France. C'est le fait que Mbappé sera peut-être champion d'Europe à quelques kilomètres de Bondy. Bah, ça dit aussi quelque chose de la mobilisation aujourd'hui chez les supporters et chez les amateurs de sport. On a davantage parlé de cet événement qui est lié à la guerre qu'à la guerre elle-même. Donc à partir de ce moment-là, il faut considérer le sport, il faut considérer ce qu'on fait politiquement aussi du sport. Quoi qu'en disent les uns et les autres, type CIO, FIFA et autres acteurs. J'ai bien aimé ce ton pour ce dernier mot. Justement, c'est la transition est toute trouvée parce que je pense qu'on va pouvoir commencer à parler de tes meilleurs amis et qui est l'UEFA et la FIFA. Bon, du coup, je propose qu'on commence par l'UEFA parce que tu en as déjà pas mal parlé. Quel va être le rôle de l'UEFA dans les prochaines semaines à venir? Alors, il y a déjà eu cette délocalisation du stade pour la finale de la Ligue des Champions qui était initialement prévue donc à Saint-Pétersbourg, qui aura lieu donc au Stade de France. Est-ce que l'UEFA va jouer un rôle beaucoup plus large? On sait notamment par exemple qu'un des plus gros sponsors de l'UEFA, c'est Gazprom. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences par rapport à ce sponsoring-là? Alors, c'est là où il faut rendre à César ce qui est à César, et l'UEFA a été la première fédération internationale à réagir. Donc c'est une fédération continentale, hein, mais la fédération européenne de foot a été capable de trancher. Et ça, c'est tout à l'honneur d'Alexander Seferin. C'est-à-dire qu'il a été le premier à d'abord remettre en cause l'organisation de la Ligue des Champions. Il aurait très bien pu temporiser, hein. Ils ont été les premiers à décider. Ensuite, ils se sont concertés. Depuis plus de 48 heures, Boris Johnson et le gouvernement britannique faisaient des pieds et des mains pour que la finale ait lieu à Wembley, à Londres. Et Alexander Seferin a tranché volontairement en faveur de Paris, pour plein de raisons. La première, c'est que en termes de logistique, ça apparaissait plus simple. Il n'y a pas les questions de visa, notamment pour le territoire européen. La deuxième raison, elle est liée au fait que l'activisme diplomatique d'Emmanuel Macron a pesé. Emmanuel Macron a été la présent. Présidence européenne. Exactement. Il y a le contexte de la présidence européenne, c'est-à-dire que la France était à la tête de la présidence tournante de l'UE. Et puis surtout, aujourd'hui, la France est à la tête de la force d'action rapide de l'OTAN. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a une bonne partie des rênes en main. Et puis il y a aussi une chose, c'est qu'il a été très très actif au moment de la Super League, au moins autant que Boris Johnson. Et contrairement à Boris Johnson, même si l'élection présidentielle arrive, on sait que la Ligue des Champions en France ne compte pas. Alors que Alexander Seferin savait que Boris Johnson, qui était favorable au départ à la Super League, se serait servi de la finale organisée à Wembley pour montrer que le Brexit était une bonne chose. Et donc la position de l'UEFA est objectivement la plus sensée. Avoir
une finale de Ligue des Champions au Stade de France alors que vous avez un PSG avec Messi, Neymar et Mbappé, ça promet d'être sympa. Pas sûr qu'on aille en finale, mais ça se laisse regarder. De l'engagement, on va dire, sportif de Macron dans les instances du foot européen et notamment dans l'obtention de la relocalisation de la finale au Stade de France, est-ce que tu vois aussi, toi, un imbriquement de sa stratégie géopolitique comme un pied de nez à la Russie? On l'a vu très, très actif dans les discussions diplomatiques. Complètement. C'est-à-dire, est-ce que tu vois ça aussi comme un pied de nez? je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que s'il y a un événement qui pouvait toucher l'opinion publique russe et qu'on ne pouvait pas censurer, c'était celui-là. C'est-à-dire que le fait de priver Saint-Pétersbourg, qui, on le rappelle, est la ville de Vladimir Poutine, la priver d'une finale de Ligue des Champions, qui est un des événements les plus regardés dans le foot de club, et même tout simplement dans le football. Avec la finale de la Coupe du Monde, c'est l'événement de foot le plus suivi, avec les classicos. On est donc ici au summum de ce qui pouvait mettre en avant Saint-Pétersbourg. Et l'activisme d'Emmanuel Macron, il est aussi à considérer sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'il sait aussi clairement ce qu'il enlève finalement au pouvoir de rayonnement de la Russie en touchant à cette finale-là. Alexander Seferin est aussi très lucide. Et puis on va rappeler aussi une chose, c'est que l'UEFA, c'est 55 fédérations, 54 championnats. La majeure partie sont des championnats européens et ils ont toujours essayé de rester en dehors de la guerre. Ils ont toujours essayé de négocier, de faire se rencontrer les uns et les autres avec le moins de heurts possible. Là, c'est aussi l'avenir de certains des ressortissants, de certains joueurs et d'une partie des sélections ukrainiennes qui jouent. Là encore, l'UEFA a réagi de manière assez intelligente, parce que clairement, même si ils partent du principe que l'institution doit rester apolitique, là ils font clairement de la politique. Et on va le voir avec Gazprom. Justement, ouais, Gazprom, vas-y, je te laisse enchaîner là-dessus parce que c'était un de mes sujets. Je crois que c'est le 3e plus gros sponsor de l'UEFA quand même, et je crois qu'ils sont présents et sur et sur la Ligue des Champions et sur l'Euro, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis une connerie sur l'Euro, mais bref, c'est un des gros sponsors de l'instance. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça, tu penses? Alors là, Gazprom, déjà, c'est d'abord un top sponsor, mais c'est surtout le bras armé du régime russe, à la fois à l'intérieur de la Russie et surtout à l'extérieur. Une fois qu'on a dit ça, on sait pertinemment que si on touche Gazprom, on touche aussi au réseau d'influence des Russes à l'étranger. Il suffit de voir, par exemple, chez qui allait cachetonner notre cher ami le chancelier Gerhard Schröder, pour se rendre compte que Gazprom, c'est pas simplement un acteur énergétique, c'est plus que ça. Et donc là, l'UEFA a fait un statement assez clair. Elle va reconsidérer son engagement, qui avait pourtant été signé l'an passé, avec Gazprom. Et donc, il y a fort à parier que Gazprom ne soit pas sur les campagnes de communication finalement de la prochaine Ligue des Champions, ne soit pas non plus affiché à côté justement des grandes épreuves de l'UEFA, et qu'on arrive à une rupture de deal qui est liée aussi au rôle qu'a Gazprom. Gazprom, c'était une manière de normaliser l'image de la Russie à l'étranger, notamment en passant par le sport. Et donc ce partenaire premium qu'est Gazprom, aujourd'hui, n'est plus en odeur de sainteté. Et c'est assez intéressant de voir la détermination de l'UEFA. Parce que là, concrètement, c'est des dizaines de millions d'euros par an qui vont manquer à l'institution. Et là où la FIFA, elle, ne réagit pas, l'UEFA, elle, est littéralement droit dans ses bottes. Peut-être que l'instance a davantage conscience des questions diplomatiques en étant européenne que la FIFA, qui, elle, a vu son président s'installer à Doha. On va y revenir sur la FIFA. Vas-y, Flo, je te laisse. Ouais, sur Gazprom, évidemment, on parle de cet immense partenariat et de cette immense visibilité avec ce partenariat avec l'UEFA et notamment sur la Ligue des Champions qui risque d'avoir du plomb dans l'aile. Ils étaient également présents sur le Zénith Saint-Pétersbourg, ce qui est plus logique, mais également à Schalke. Et d'ailleurs, il y a eu la démission du PDG allemand de la société qui était censé exploiter Nord Stream 2. Donc c'était, pour ceux qui connaissent pas Nord Stream 2, c'était ce sorte d'aqueduc, enfin pas d'aqueduc, mais de tuyau qui était censé donner du gaz russe à l'Europe et notamment à l'Allemagne. Gazoduc. Et sauf que ce PDG allemand, ce gazoduc exactement, était également dans le directoire de Schalke 04, qui était sponsorisé par Gazprom, qui a dénoncé qui a arrêté son partenariat. Est-ce que toi, tu vois une vraie stratégie aussi de la Russie là-dedans, un petit peu comme on peut le voir en termes de soft power, d'installer son soft power, notamment en Allemagne, qui était un pays stratégique pour eux avec
avec Nord Stream 2. Exactement. Alors là, on rentre dans la géopolitique de l'énergie. Nord Stream 2, c'était le gazoduc qui permettait de relier les principaux gisements russes aux principaux consommateurs ouest européens, a fortiori l'Allemagne et l'Italie. Et en l'occurrence, Gazprom servait aussi à laver l'image de ça, à la fois en termes d'écologie, en termes d'image positive, en reliant ça au foot et en faisant de tout ça un truc un peu plus cool que ça n'est. La remise en cause des partenariats Gazprom, et notamment en Allemagne, va poser beaucoup de questions parce que ça veut dire que le projet du Nord Stream 2 est à l'arrêt. Ça veut dire que l'Allemagne va devoir réorienter ses approvisionnements énergétiques, tout comme l'Italie et une autre partie des autres acteurs européens. Ça veut dire aussi que derrière, l'opération finalement de washing et d'influence, parce que c'est pas autre chose, menée par Gazprom, arrive à ses limites et que la campagne militaire menée par Vladimir Poutine va littéralement marquer un coup d'arrêt, parce que c'est une partie du financement du foot européen qui est touchée, mais pas seulement. Ça va être aussi des clubs russes qui vont devoir se positionner. Et il y a fort à parier qu'ils auront du mal à faire valoir leur place. En tout cas, ils joueront pas sur leur terrain. Et puis, il va y avoir la question de la sélection. La sélection russe aussi, savoir si elle va pouvoir continuer à participer au tournoi. Là, il y a les qualifiers, donc les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Mais il y a aussi les qualifications pour l'Euro qui vont commencer après la Coupe du Monde 2022. Et 2022, c'est demain. Donc, on va voir ce que ça va donner, en espérant que la guerre s'arrête le plus vite possible. Il y a fort à parier qu'on assiste à une recomposition des rapports de force dans le football européen. Ça se fera pas en faveur de la Russie, c'est certain. Les gens n'oublieront pas, à fortiori les Allemands. Les Anglais aussi sont en train de se déporter. Aeroflot, qui est le sponsor de Manchester United, est interdit de voler en Grande-Bretagne. Et Manchester a terminé le contrat avec Aeroflot. Voilà. Donc, quand vous avez des prises de position comme ça, c'est pas uniquement pour des raisons de naming et de shaming, c'est-à-dire le risque de mobilisation de la société civile, c'est aussi parce que derrière, ces contrats ne sont plus tenables. Donc là, le sport est vraiment... si vous voulez comprendre la guerre entre l'Ukraine et la Russie, regardez ce qui se passe dans les arcanes du sport professionnel et vous comprendrez tous les enjeux qui s'y trouvent et comment on y répond. Je voulais juste revenir sur un potentiel boycott sur les compétitions, puisque j'ai vu passer un tweet de Loïc Trégour, ou Trégourès, je sais pas comment ça se prononce, je m'excuse, voilà, Trégourès, qui disait que visiblement la FIFA n'avait pas vocation à exclure la Russie de ses compétitions, puisque d'ailleurs la seule fois où c'est arrivé, la seule fois où il y a eu des sanctions sportives contre une fédération, c'était face à la Yougoslavie en 92 pour l'Euro, et en fait c'était une décision qui était venue quasiment du Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, c'est une décision qui semble compliquée à prendre puisque la Russie fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, a priori, il n'y aurait pas il disait qu'il y aurait difficilement des sanctions sportives directement appliquées à la fédération russe, en tout cas sur les compétitions. Donc, à voir ce que ça peut donner. En revanche, vas-y, Flo. En revanche, il y a déjà 3 fédérations qui sont susceptibles d'affronter dans les qualifiers, là, dans les barrages d'accession à la Coupe du Monde. C'est-à-dire la Pologne, la Suède et la République tchèque qui sont susceptibles d'affronter la Russie en Russie, qui ont déjà demandé à ne pas jouer ces matchs-là en Russie. Donc on va voir quelle sera la décision de la FIFA. On parlait de l'UEFA qui a mine de rien été assez rapide à prendre des sanctions. La FIFA, à part dire la guerre c'est pas bien, c'est pas beau, pour l'instant on attend encore leurs réactions et leurs actions sur le calendrier. Alors moi je vais même aller plus loin sur la FIFA. Il faut pas s'attendre à une réaction, il faut pas même s'attendre à autre chose qu'une prise de position idéaliste et volontairement déconnectée du réel. Gianni Infantino est très proche des dirigeants autoritaires, a fortiori de Vladimir Poutine. C'est pas pour rien que la Russie a obtenu, dans les conditions dans lesquelles elle l'a obtenu, la Coupe du Monde 2018. Gianni Infantino a vraiment été au soutien. Je pense que la FIFA fera tout pour temporiser, elle attendra, et si elle peut éviter la question, elle l'évitera. Par contre, il y a une certitude, c'est que si les Suédois seront intransigeants en matière de droits de l'homme, on rappellera que les prix Nobel viennent de chez eux, on n'oublie pas la Pologne, qui est directement concernée par le conflit. Et alors les Polonais, aujourd'hui, vivent un état d'urgence, c'est-à-dire que l'état d'urgence a été déclaré en Pologne et on a rappelé les réservistes. En tout cas, ils se préparent à des lendemains compliqués. Je doute que la rencontre entre la Pologne et la Russie soit jouable.
Et là, on verra comment les gouvernements se positionnent, parce que la FIFA pourra pas sanctionner la Pologne si elle refuse de jouer et laisser la Russie participer aux qualifiers. Là, la FIFA, à un moment donné, va temporiser jusqu'au dernier moment, mais il lui faudra prendre position. Et ce que demandent les 3 pays en question, c'est de jouer sur terrain neutre, en laissant le plus possible le sport en dehors, mais j'ai du mal à croire que ça soit possible. De manière, ça paraît compliqué de laisser le sport en dehors de quoi que ce soit quand c'est la Russie qui joue en ce moment, j'ai l'impression. Ouais. À la limite, là, ce qui est dommage, c'est finalement de voir, par exemple, que le numéro 1 à la race ATP, aujourd'hui, c'est Medvedev. Et là où sport russe aurait pu se gratifier de voir une nouvelle tête en dehors des Djoko, Nadal et Federer, il ne pourra pas le faire parce que cet événement-là va passer même pas au second plan, hein, à l'arrière-plan complet. Medvedev qui a d'ailleurs eu l'intelligence de soutenir la paix, sans forcément prendre position politiquement, mais il fallait le dire. En tout cas, il a eu l'intelligence de se positionner. Tout le monde gagnera à ne pas mêler le sport à tout ça, mais le sport, il sera mêlé. Donc, espérons que les réactions soient les plus intelligentes possibles. De la part de la FIFA, je m'attends à rien. De la part de l'UEFA, on a déjà une première réponse. On a vu aussi d'autres acteurs, hein, je pense au basket, par exemple. Tony Parker, et c'est pas le seul, hein, s'est positionné sur les matchs qui auraient lieu en Russie en disant que l'Asvel n'irait pas. Là, on a des actions individuelles qui commencent à se multiplier. On a aussi le CIO qui a condamné la guerre et surtout le non-respect de la trêve olympique. Bon, voilà, on verra bien. Ça serait intéressant aussi de voir l'UEFA, même s'ils ont pour l'instant pris des premières sanctions avec la finale de Ligue des Champions. Je crois qu'il y a le Spartak Moscou qui va jouer d'ailleurs contre le RB Leipzig en Europa League. Ça va être intéressant de voir ce que va faire l'UEFA pour le coup. Est-ce qu'ils vont demander à ce que les matchs soient joués sur terrain neutre? Est-ce qu'ils vont dégager le Spartak de la compétition? Je sais pas. Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut condamner les sportifs pour les actions de leurs gouvernants? C'est toujours le même débat. C'est pour ça que le boycott diplomatique s'était imposé à Beijing et qu'on n'avait pas eu de boycott sportif. On sait que le boycott sportif frappe d'abord les athlètes, frappe d'abord les sportifs et qu'en général, ils y sont pour rien. Ce qui serait dommageable, c'est qu'on ait une prise de position, par exemple, des sportifs russes en faveur de leur armée. Là, ça serait insupportable. Après, j'imagine que les instances sont en train de réfléchir à ça. L'UEFA va être la première concernée avec la FIFA. C'est surtout celle qu'on va regarder. Elles vont donner le top. Il y a aussi, et on a tendance à l'oublier, les Jeux paralympiques de Beijing. Là, on a une délégation russe. Délégation qui a déjà sacrément été ébranlée lors des Jeux olympiques d'hiver avec le scandale de la jeune patineuse mineure. Ça fait beaucoup là. J'aimerais pas être un sportif russe en ce moment parce que c'est compliqué et je pense qu'ils ont pas fait tous les efforts et tous les sacrifices qu'ils ont fait pour avoir à supporter les décisions ineptes et meurtrières de leurs dirigeants. Ouais, d'ailleurs, il y a eu déjà quelques réactions, quelques prises de position de sportifs russes. Je pensais à l'attaquant Smolov. Alors, je sais plus où est-ce qu'il joue exactement, mais qui a dit qu'il était contre les décisions de Poutine. Mais je pense que c'est... alors, ça dépend tous de leur opinion, évidemment, mais je pense qu'ils gagneraient à prendre position contre la guerre, même si c'est... compte tenu du régime appliqué par Moscou, c'est compliqué parfois de prendre des décisions, enfin des positions dans cette direction-là. Je me permets de rebondir sur ce que tu disais, Val. C'est justement au contraire quelque chose d'assez intéressant parce que on a toujours une image de la Russie poutinienne qui serait très verticale avec un contrôle systématique de la population, une absence de possibilité de se faire entendre. On a vu hier le régime russe arrêter plus de 1200 personnes qui manifestaient dans les grandes villes russes. On a vu des sportifs russes, à commencer par des joueurs de foot de l'équipe nationale, je crois que c'est Smolov, se positionner malgré le danger. C'est-à-dire, on est face là à des gens qui assument. Et toute la difficulté de Vladimir Poutine, si on prend un peu de champ par rapport au sport, ça va être de maintenir encore sous pression la société russe jusqu'au point de rupture. C'est-à-dire jusqu'à éviter ce fameux point de rupture. Il y a un moment où la répression ne pourra pas se poursuivre éternellement.
On l'a vu par exemple avec certains témoignages de soldats russes qui, étant persuadés d'aller dénazifier, pour reprendre le langage poutinien, l'Ukraine, ont été surpris de voir qu'en face, on n'avait pas des nazis, mais juste des gens qui étaient russophones, qui avaient une culture proche et qui étaient des gens normaux, quoi. Les faits de réel, la réalité, vont aussi énormément opérer, et c'est tout à l'honneur des sportifs russes qui s'engagent que de le faire. Parce qu'ils participent aussi de ce mouvement de fond. Je pense pas que les Russes veuillent la guerre. Et c'est le gouvernement russe qui veut la guerre et qui l'a décrété et qui l'a lancée. Je suis pas sûr que l'opinion publique, quand elle verra les premiers morts russes revenir, quand elle verra les carnages réalisés, les enfants qui pleurent, les familles décimées, elle ait encore envie de soutenir l'équivalent de l'Afghanistan, de la Syrie ou d'un nouveau Vietnam. Ça paraît compliqué. C'est marrant parce que tu parlais des sportifs russes qui s'engagent, et effectivement c'est tout à leur honneur, et on voit qu'il y a une autre voie possible en Russie. D'un point de vue plus global, il y a pas mal de sportifs, et on a vu notamment le Grand Prix de Sochi là, qui a été annulé en Formule 1 sous la pression de Vettel et Verstappen et d'autres pilotes de F1. D'une manière plus large, est-ce qu'on peut pas voir à un moment des footballeurs, que ça soit sur la question de la Russie, mais aussi sur la question du Qatar, de la Chine ou d'autres compétitions qui pourraient avoir lieu dans des pays pas forcément respectueux des droits internationaux ou des droits de l'homme, est-ce qu'on pourrait voir à un moment une sorte de jurisprudence et de précédents faits là avec la Russie, et de mouvements de boycott qui pourraient être organisés par des sportifs directement, et notamment des footballeurs? Alors moi je pense qu'il faut déjà changer de logiciel, c'est-à-dire que on raisonne encore avec des idées qui sont issues de la guerre froide, avec des réflexions qui sont le produit de la guerre froide. Je parle des boycotts par exemple. Là on est en train d'inventer autre chose. C'est-à-dire que tous les schémas de pensée qui conduisaient certains experts à expliquer que la Russie n'irait pas, aujourd'hui sautent littéralement, tout vole en éclats, et je pense qu'on est dans d'autres catégories de pensée. Donc faut rien s'interdire, dans le sens où il n'est pas impossible qu'on ait des joueurs qui décident fermement de ne pas y aller, qui décident de s'engager. J'y crois peu, mais c'est possible. Et aujourd'hui, au regard de la guerre qui a été lancée par Poutine, on peut très bien imaginer aussi des prises de position courageuses de la part de certains acteurs. A fortiori quand il y a des pays en guerre, et dans un monde où les images vont compter énormément. Ce sera la première guerre entièrement filmée sur le sol européen, en continu, avec les réseaux sociaux. Et ça changera tout. On va avoir une bataille de désinformation, et les joueurs vont avoir un mot à dire. D'autant plus qu'il n'y a pas de très grands partenaires russes qui soient des sponsors individuels. Donc, ça va faciliter les prises de position des joueurs, qui vont aussi se retrouver coincés, puisque de l'autre côté, on va leur demander en tant qu'acteur social d'importance ce qu'ils en pensent. C'est peut-être plus facile pour un Mbappé ou un Griezmann de se positionner aujourd'hui sur la Russie, sachant que ce sont des petits marchés de football, sachant qu'il n'y a pas de grands partenaires derrière. C'est peut-être plus facile que de se positionner par exemple sur le Qatar, parce que l'un est payé par le Qatar, et l'autre est un acteur important en termes de diffusion, en termes de financement du football mondial. Est-ce que Donc c'est là, pas le Qatar un peu le gagnant de cette histoire? C'est une question un peu provoque, mais bah, t'as pas tort, hein, c'est-à-dire que à un moment donné, là, toutes les rédactions sportives vont se retourner vers la Russie et vont voir véritablement la nature de ce qu'est un régime autoritaire, sa capacité à oppresser, tuer, éliminer et faire pression. Et effectivement, en comparaison, le Qatar aura beau financer les talibans en Afghanistan, avoir accueilli, financé et grandement aidé les frères musulmans, jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas engagés dans une guerre coûteuse en vie, en tout cas pas avec la même échelle et le même niveau d'intensité que ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc effectivement, t'as raison, Val. Il y a une possibilité que le grand gagnant de cette histoire, surtout si la crise se termine, ce soit le Qatar. Parce que la Coupe du Monde 2022, si on est optimiste, ce serait normalement la Coupe du Monde de la fin du Covid. Ce sera la Coupe du Monde de l'après-guerre en Ukraine. Peut-être la Coupe du Monde d'un nouveau monde, alors qu'on est peut-être un monde qu'on n'aurait pas aimé voir, ou qu'on n'avait pas pensé voir. Mais en tout cas, la Coupe du Monde, ce sera peut-être aussi l'occasion de faire la fête à l'échelle mondiale, en retrouvant une vie normale, et peut-être en soldant une partie de ce qui s'est passé aussi. Parce qu'il n'est pas dit que la Russie gagne sur tous les tableaux. Et effectivement, dans le sport en tout cas, l'endroit où ça risque d'être normal, ça risque d'être le Qatar.
avec une exception quand même. Il faudrait quand même pas que la sélection russe se qualifie. Parce que si elle se qualifie, je pense qu'elle va traîner le boulet de l'action militaire, donc de l'invasion de Vladimir Poutine pendant très longtemps. Et ça va desservir l'équipe parce que elle sera sous pression et c'est jamais bon. Bon, après, s'ils ont été nuls comme à l'Euro, c'est bien qu'ils se fassent un petit peu torcher par tout le monde à la Coupe du Monde, en Mondiovision. Écoute, alors si on est dans le chambrage, ouais, c'est-à-dire que l'Asbornaya, ça a toujours, à l'exception de la Coupe du Monde 2018, était un sujet de plaisanterie. Je me souviens quand on avait fait le livre avec Quentin et avec Ruben sur le foot en Russie. Même l'ambassadeur russe en France, qui aujourd'hui a d'autres problèmes, nous racontait que l'Asbornaya, c'était un sujet de vanne ultime. Maintenant, moi, ce qui me gêne tu peux pas accuser les joueurs. Tu peux pas accuser les joueurs de. On peut pas accuser les joueurs, et puis surtout, les joueurs sont des Russes, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le peuple russe qui attaque, c'est les dirigeants russes. Ouais. Et en l'occurrence, moi, j'aimerais pas être là un sportif russe qui a passé les 20 dernières années de sa vie à se préparer pour un grand événement et qui se retrouve confronté à ça en se disant waouh, quoi qu'il se passe, la première question qu'on va me poser, c'est est-ce que je soutiens Poutine ou pas. Deux, c'est aussi des gens qui ont de la famille en Ukraine pour beaucoup, ou qui connaissent des gens qui vont aller en Ukraine, parce que quand vous envoyez 190 000 soldats, mine de rien, si on regarde bien, c'est une part non négligeable de la population russe que vous envoyez, puis c'est des jeunes, donc ils peuvent très bien se reconnaître là-dedans. Bon, c'est vrai que ça faciliterait la vie de tout le monde si la Russie se qualifiait pas, et dans plein d'autres sports, ça faciliterait la vie aussi des fédérations internationales qui veulent pas trancher, à commencer par la FIFA. Est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que l'Ukraine de son côté est aussi censée jouer des barrages pour la Coupe du Monde, je crois que c'est contre l'Écosse leur premier match. Est-ce qu'on pourrait imaginer une qualification des deux, mais la FIFA qui prendrait la décision de ne pas les mettre dans la même poule, comme c'est parfois le cas entre certains pays sur l'UEFA? Alors sur l'UEFA, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que tout est fait dans les tirages pour que l'Ukraine et la Russie ne se rencontrent pas depuis les attaques en Crimée en 2014. Après, même si le boycott sportif est jamais une bonne chose, est-ce que c'est pas aussi le moment de rappeler aux dirigeants russes que lorsqu'on sort l'arme de la guerre, on l'assume jusqu'au bout, et si un pays c'est un drapeau, une histoire, une culture commune, une langue et une équipe de foot, est-ce que ce serait pas aussi un moyen de rappeler à la population finalement russe que c'est à eux de faire pression sur leurs dirigeants et qu'en enlevant leur équipe de foot, il n'y a pas quelque chose à faire. Je suis pas forcément favorable de cette situation, mais là on est à un stade où on n'est pas simplement dans de la menace, on n'est pas dans de l'influence, on n'est pas bon. Oui, ça y est, c'est parti, quoi. Ça a explosé, voilà, là c'est parti. Je veux dire, si on regarde bien les deux dernières guerres mondiales, on s'est pas posé la question. On a enlevé les événements, point, c'était réglé. La question de la Syrie, c'est pareil, on les a laissés jouer, mais quelle pression pour les joueurs. Je pense que pour tout le monde, c'est très compliqué. Puis on peut peut-être imaginer aussi une campagne de mobilisation pour que l'Ukraine soit versée au tableau final. Je pense que ça aurait de la gueule. Je pense que ça rappellerait au monde aussi que l'attaquant, c'est la Russie et que l'attaqué, c'est l'Ukraine. Et qu'à un moment donné, si le sport doit servir à ça, ça peut être intéressant de le faire. On a bien une équipe des réfugiés au sein du monde olympique. Moi, ça me choquerait pas plus que ça, bien au contraire. Après, je sais pertinemment que ça n'arrivera pas. Mais peut-être que certaines ONG vont s'emparer de ça. Surtout si la guerre dure. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on doit se poser la question de ce que va devenir le foot ukrainien ? Bah écoute, déjà que le Shakhtar et le Dynamo étaient obligés de jouer dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Le Shakhtar ne jouant d'ailleurs plus à domicile. Non, le Shakhtar jouait à Kiev, ouais. Voilà. On peut imaginer que, vu l'état des conflits actuels, la priorité ne sera pas la reconstruction par le sport. Et puis on peut surtout imaginer que y a des sportifs ukrainiens qui vont se retrouver avec une arme dans la main et qui vont défendre Kiev. Vitali Klitschko déjà, l'ancien boxeur merde. Ouais, on a vu Poroshenko aussi sur CNN il y a quelques minutes expliquer que une arme à la main, il défendrait les rues de Kiev. Il faut s'attendre à ce qu'une partie des joueurs de la sélection nationale le fassent. On l'a vu déjà ça, c'était la guerre en ex-Yougoslavie. On a vu des joueurs croates, on a vu des joueurs de l'ex-Yougoslavie, bosniaque notamment, prendre des armes.
On a vu, hein, je pense à Vaïd par exemple, Valilodic est rentré justement pour combattre. Il faut s'attendre à ce réflexe-là. Moi, quand je vois les prises de position de Shevchenko, Andrei, donc l'ancien Ballon d'Or, ancien homme politique et sélectionneur de l'Ukraine, vous êtes face à un joueur d'exception. Hein. Si demain il tombe au combat, vous avez un martyr. Hein. Puis vous avez un martyr pour plusieurs générations. On aurait aimé pas voir ces images-là, et je pense que l'état du foot ukrainien va être grandement ébranlé parce que, vu comment ils sont en train de pilonner les villes là, les infrastructures vont être touchées, la jeunesse va être touchée. Ouais, c'est Le ça, en sport sera plus. peut-être un moyen de leur construction, mais s'ils instaurent un régime autoritaire sous la férule russe, je suis pas sûr que ça profite aux gamins, quoi, et encore moins au foot. Bon, et ben, on aurait vraiment aimé faire cette émission dans d'autres conditions et parler de sujets un petit peu plus légers. Je crois qu'on aurait préféré se foutre de la gueule de Gianni Infantino comme on le fait habituellement Oh, mais on plutôt peut le que. faire, hein, si tu veux. Hein. Sur sa coupe de cheveux, son déménagement à Doha, sur le fait que quand on lui pose une question, il répond à côté avec son petit air contrit de Suisse malhabile. Non, on La peut le CAF, faire. on aurait pu parler de la CAF, hein, on aurait pu Ah, faire. la CAF, magnifique. La CAF. Bah, d'ailleurs, on peut peut-être prendre quelques minutes sur la CAF. Vas-y, Est-ce que, vas-y. est-ce que vous vous souvenez de ce moment extraordinaire où le Sénégal l'emporte et vous voyez Gianni Infantino et le Ah, président incroyable. de la CAF prendre le trophée de la CAN des mains du joueur et l'emmener en tribune présidentielle parce que Paul Biya peut évidemment pas se déplacer. Et là, c'est ce moment absolument lunaire où vous voyez un joueur de l'équipe nationale du Sénégal qui vient de gagner un titre et qui peut pas lever le trophée parce qu'il faut que Paul Biya le voie. C'est extraordinaire. Ça, c'est ça qu'on aime à la FIFA. C'est la capacité à respecter les joueurs. C'est à les mettre au premier plan, tu vois. Et petite pensée pour les joueurs du Sénégal et pour le capitaine qui a refusé de lever le trophée devant Paul Biya, qui est redescendu et qui a permis à ses copains de fêter véritablement ça. C'est des images qu'on ne devrait pas voir. Et encore une fois, c'est grâce à Gianni, hein. Gianni le charismatique, Gianni l'emblématique, Gianni celui qui a installé des bureaux à Paris, Gianni celui qui a installé sa famille à Doha. Gianni, on t'aime. Gianni, tu nous fais rêver. Gianni, continue surtout. Grâce à toi, on a toujours des choses à faire, toujours des choses à dire. Et justement, sur la question russe, est-ce que tu sais s'il a des intérêts particuliers en Russie encore? Non, mais Ah, alors, la réponse est forcément oui. Comme une Mais dacha. non, mais moi, la question, c'est là prochainement, il n'y a aucune compétition, aucun événement particulier, hormis cette finale de Ligue des Champions qui a donc été délocalisée, qui auront lieu en Russie, enfin à travers la FIFA, je veux dire. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas le moment, mais c'est complètement utopique de poser cette question, de faire quelque chose à la FIFA, quoi. Bah, le problème de la FIFA, c'est que d'abord, on a aussi des partenaires qui sont des partenaires russes. Donc là-dessus, il va y avoir un premier problème. Le deuxième problème, c'est que Gianni sécurise d'abord sa vie et sa trajectoire personnelle, donc sa réélection. Or, il a besoin de la Russie parce que la Russie, c'est une bonne partie des voix en Europe. En tout cas, l'ancien bloc de l'Est a tendance à voter d'un seul tenant. Et la guerre en Ukraine va forcément le rappeler. Donc il n'a aucun intérêt à se positionner. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé que la FIFA ait un positionnement plus clair. Elle reste sur sa ligne apolitique. Et puis, il faut le dire aussi, si vous commencez à mettre en avant la morale et l'éthique à la FIFA, bah, vous n'allez pas faire la Coupe du Monde au Qatar. Vous aurez encore plus de mal à justifier tout le reste. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que Gianni Infantino, finalement, est dans l'orbite aussi du CIO, qu'on sait que la Russie a des velléités d'organiser les Jeux Olympiques d'été, notamment à Saint-Pétersbourg, ou à Kazan. Et dans ce cadre-là, il ne va pas brûler littéralement les navires qui lui ont permis de devenir président de la FIFA. Il a déjà mis sous contrôle l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'UEFA qui lui pose problème. S'il commence à se mettre la moitié des fédérations sous l'influence russe à dos, ça ne va pas le faire. Donc, Gianni va continuer à nous faire rire, mais Gianni ne va pas forcément prendre de décision, à moins qu'il y ait un candidat qui soit opposé à Gianni Infantino. Justement pour ces questions de valeur-là. Et ça pourrait être intéressant de voir une figure comme Alexander Seferin arriver. Pas sûr qu'il gagne, mais en tout cas, ça apporterait une contestation. Ça pourrait être intéressant. Donc là, aujourd'hui, on est dans de l'inédit. On est dans quelque chose qui n'a jamais été vu à cette échelle-là. Et je pense que la gouvernance du sport va en être profondément ébranlée. Parce que là, on parle pas d'un État africain, on parle pas d'un...
d'un État de second rang ou de troisième rang mondial. Et je parle pas de l'Afrique là. Là, on parle de la 12e puissance économique mondiale, et on parle d'un acteur qui est un acteur historique du sport. Je pense qu'il y aura un véritable avant et un véritable après dans le sport, et que tout le monde va se positionner après sur la question de la conditionnalité des épreuves olympiques, sur les questions de morale, parce que les sociétés n'accepteront plus ça. Bon, en tout cas, on va voir ce qui va se passer, mais c'est marrant parce qu'on parlait de l'Afrique et de la CAF là récemment, enfin dans cette interview, après avoir parlé de la Russie. Je crois d'ailleurs que c'est toi qui le mettais sur un tweet, mais la FIFA vient de sanctionner le Kenya et le Zimbabwe, ou la Zambie, je crois que c'est le Zimbabwe, pour interférence politique, et dans le même temps, ils laissent complètement la Russie faire. Le culot. Ouais, c'est complètement faux. Bah, selon que vous serez puissant ou misérable, le jugement des puissants sera différent. Bah, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, c'est facile d'aller taper sur le Zimbabwe, mais quand vous discutez avec la Russie, bah, vous avez tendance à faire attention. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que vous êtes faible économiquement, vous n'avez pas le poids géopolitique qui suit, donc vous ne comptez pas, donc on vous tape dessus. Bah, concrètement, l'ingérence russe dans le sport, elle est évidente. Il devrait y avoir sanctions aussi, et puis il suffit simplement de regarder ce que fait Vladimir Poutine. Hein. Le sport n'a jamais été en dehors de la société, et on le voit bien. Ça aurait été là encore à l'honneur du CIO ou de la FIFA de se bouger. Force est de constater qu'ils sont dans leur délire apolitique. Il y a un moment donné où, et ça ils l'ont peut-être pas mesuré non plus, à force de vouloir faire l'autruche et d'aller dans le sens de certains intérêts, il y a d'autres acteurs qui vont se réveiller. La dernière fois que ça s'est passé, c'était les États-Unis avec Barack Obama, et on a vu comment Sepp Blatter et Michel Platini l'ont payé. Moi, je serais Gianni Infantino, en ce moment, je dormirais mal. Et tiens, en fait, on avait prévu de faire une émission spéciale Russie. On a un peu dérivé, mais ça me permet de poser une autre question, puisque c'est une actu qui est complètement passée sous les radars. La présidence d'Interpol avec Gianni Infantino. Je sais pas si tu as des bis, tu veux en parler? Explicite, je vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport? C'est le nouveau président d'Interpol, et donc un riche Qatari qui était donc très proche de Gianni Infantino, qui visiblement a fait pression pour que ce soit ce petit homme très sympathique dont j'ai oublié le nom, mais je crois qu'il a des rapports assez proches avec l'émir. Après, Interpol aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a de plus en plus de comment dire, d'acteurs qui se servent d'Interpol. Et je crois que celui dont tu parles, c'est Ahmed Nasser. Non, je sais pas si tu avais des billes là-dessus, je pose la question parce que c'était un sujet que j'avais vu passer, comme quoi Infantino avait eu un rôle déterminant justement dans l'élection du nouveau président d'Interpol, qui est donc un Qatari qui me semble était lui-même recherché par Interpol. Ouais, pour acte de torture. Pour un mandat d'arrêt, ou je sais pas trop quoi. Et acte de barbarie. Ce qu'on voit clairement, c'est qu'on part du principe que le sport s'est séparé des grandes affaires internationales. En vérité, tout est lié, c'est-à-dire que vous êtes dans les mêmes sphères d'influence. Et donc, quand vous êtes le président de la FIFA, vous avez accès à l'ensemble de l'élite des dirigeants du monde. Et donc, forcément, vous jouez les intermédiaires. C'est pour ça que Sepp Blatter, pendant longtemps, rêvait du prix Nobel de la paix. C'est pour ça que Gianni Infantino y pense aussi. Je suis pas sûr qu'il ait eu une action déterminante sur Interpol, mais qu'il ait poussé des dossiers, qu'il ait fait se rencontrer des gens, ça me surprendrait pas plus que ça. Le sport aujourd'hui a un véritable espace de rencontre, d'échange, bien plus que ce qu'on peut penser. Il suffit de regarder le nombre de personnes qu'il y a au Parc des Princes, au niveau de la Corbeille, et voir ce qui s'y joue. On a la même chose à Roland-Garros, mais Roland-Garros, c'est plus pour le sponsoring sportif. Moi, j'ai vu Florian Lisca dans la Corbeille du Paris Saint-Germain la dernière fois. Ouais, Florian Lisca, il y était. Et dans Roland-Garros. Et puis il est vendu au Grand Capital, Florian, enfin, faut le savoir. Voilà, c'est-à-dire que c'est lui qui finance. Voilà, c'est lui qui finance complètement le podcast. C'est lui qui deal directement avec Vladimir quand il y a un problème. Voilà. Le grand argentier du foot, c'est mon surnom. C'est le nouveau Gérard Darmon. Donc. Exactement. Donc, non, mais il faut le dire, à un moment donné, Florian, il faut que tu assumes. Il faut aussi que tu assumes ton rôle, quoi. C'est-à-dire que t'es vraiment celui qui a. Non, mais j'ai pris la suite de Gérard Darmon. Écoute, je suis passé par des gens qui ont été formés par Gérard Darmon, donc j'ai été formé par les mêmes écoles. Après, bon, maintenant vous, chers auditeurs, on peut vous le dire, le vrai surnom de Florian, c'est Monsieur 10%. C'est le Chuck Blazer français. Sauf qu'il a pas de chat dans un nid de chien
dans un hôtel qui serait la Trump Tower. Lui, mais il prend 10% sur tous les contrats, quoi. Bon, voilà. Ce qui me permet de placer la fantastique série El Presidente sur le scandale du foot sud-américain. On voit pas mal de Chuck Blazer et de Sergio Radoué, qui était le président de la fédération chilienne. Ouais, et puis comme tu les connais bien, tu sais exactement ce qui s'est passé, quoi. Ouais. C'est-à-dire que... Mais c'est d'où mon voyage pendant 2 mois en Amérique du Sud, Voilà. Évidemment. Parce qu'il faut savoir que Flo est aussi un espion au service du gouvernement français. Exactement. C'est le bureau des légendes du sport, en réalité. Et du FSB, mais ça, les gouvernements français le savent pas. Ouais, mais je trouve que ton russe est assez mauvais quand même. Hein. Faut quand même le dire. Très mauvais, très mauvais. Pour aller discuter avec des Russes, c'est l'accent. Avec les femmes russes, il y a du monde. Mais pour le reste, voilà. Non, la pointe d'accent tchétchène n'est pas très, ouais, passe pas partout. Voilà. Bon, vous comprendrez quand même pour les auditeurs hein, que c'est une manière aussi de faire redescendre la pression dans une situation où l'événement est un peu compliqué. Non, Flo n'est pas un espion. Par contre, oui, il travaille vraiment pour le grand capital. Super conclusion. Et non, je travaille pour la mairie de Paris. Ah, ouais. Et en plus, tu soutiens Anne Hidalgo, c'est magnifique. C'est superbe. Un statement comme ça, politique, là, public. Ah, je suis admiratif. C'est fou. Ouais. Bon, très bien. Merci pour cette fin un petit peu plus légère que le reste de cette émission qui nous a permis de dédramatiser un petit peu. Merci Jean-Baptiste d'avoir fait merci les gars. Et puis, je pense qu'on en refera d'autres là, une fois qu'on a sorti le livre avec Clément qui sort donc le 31 mars. Ça s'appelle La République du foot. Je vous invite à revenir sur ce podcast. On en fera plus régulièrement. Puis, là, vu l'actualité, je pense qu'on va pas manquer de choses à commenter très rapidement. Ouais. Voilà. Très bien. Parfait. Bon, merci beaucoup. Et puis restez connectés sur Onzemar. Il y a plein d'épisodes qui vont encore sortir. Un top 10 qui sortira en début de semaine prochaine. Et puis un poteau carré en fin de semaine prochaine aussi. Donc voilà, on vous donne rendez-vous sur notre site internet Onzemar. Et très bonne journée à tous. Ciao.